Bonjour Martine Tartare, je suis contente de vous accueillir. Alors vous avez un métier, une entreprise très, très spéciale et je crois que vous faites partie des rares femmes qui sont meuniers. On dit meunier, comment dit-on? Moi je dirais meunier. Meunier, voilà. Oui. Donc oui, je suis meunier de profession parce que j'ai récupéré une entreprise familiale il y a 35 ans. Donc je suis la 4e génération de meunier familial dans ma famille, de formation ingénieur, mais meunier par amour, puisque c'est une profession intéressante, à la limite presque en voie de disparition, puisqu'il y a des regroupements de plus en plus importants dans notre profession. Donc nous sommes encore 400 meuniers, si on peut dire 400, même pas entreprises, 400 sites, et nous avons une entreprise qui doit être à la 40e place au point de vue chiffre d'affaires et production. Donc nous faisons 11 millions de chiffre d'affaires avec 23 personnes. Donc vous faites partie des rares meuniers indépendants en fait. Donc, oui, on doit être à peu près le 30e meunier en importance en France. Donc c'est pour vous dire, nous sommes une entreprise moyenne, mais on représente quand même un tonnage assez important. On représente 35 000 tonnes de farine et une grosse restructuration. Donc devant nous existent les grosses sociétés. Et donc quand on a fait des études d'ingénieur et qu'on se retrouve à mettre les mains dans la farine, c'est le cas de le dire. Comment ça se passe? Parce qu'il y a des aspects techniques, donc vous avez dû vous former sur le tas. C'est arrivé il y a 35 ans, donc j'étais pas du tout câblée pour être meunier, pour reprendre l'entreprise familiale. Mon père était beaucoup plus âgé, il m'a eu à 51 ans, donc il était âgé. Donc il y avait le problème de la succession de l'entreprise qui s'est avéré. Donc je suis arrivée là en disant j'arrive, si ça me plaît je reste, si ça me plaît pas je m'en vais. 36 ans après je suis encore là. Vous êtes toujours là. Oui. Et puis en plus vous allez assurer la succession à nouveau puisque votre fils est lui aussi pareil ingénieur et lui aussi dans l'entreprise. Donc et lui aussi on pourrait dire que ce sont des erreurs de parcours. Nous sommes des erreurs de parcours dans la profession de meunier puisque l'un comme l'autre nous n'avons pas été élevés, éduqués, c'est-à-dire les études pour faire meunier, parce qu'il y a une école de meunerie tout à fait standard où les 9/10 des meuniers vont. Donc moi j'ai école d'ingénieur, moi mes 2 enfants école d'ingénieur, donc celui qui est en place actuellement dans l'entreprise, école d'ingénieur en hyperfréquence. Donc l'hyperfréquence prépare-t-elle à faire meunier par derrière? Apparemment ça va pas mal. Moi aussi, si vous voulez, les études d'ingénieur sont assez ouvertes pour que techniquement on soit capable d'adhérer au système et de comprendre. Et puis après, la comptabilité, toutes les matières financières, avec des études, avec des bons conseils, il y a un peu de formation derrière. Voilà, donc on s'en sort. Est-ce que, c'est un métier quand même éminemment masculin, est-ce que vous avez eu, vous, l'impression, par certains moments, dans certains milieux, qu'on vous regardait avec ironie ou condescendance, ou est-ce que finalement les choses se sont faites naturellement, vous n'avez jamais ressenti de machisme? Oui, je ne sais pas le dire. Alors, je suis arrivée jeune dans un milieu hyper masculin. Il n'y a pas une femme dans notre métier. Alors il y a 35 ans, 36 ans, il n'y avait absolument pas de femme. Donc une jeune femme, ça s'est très bien passé. Et en plus, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc quand on est jeune, et peut-être même à l'époque beaucoup plus facilement que maintenant, le fait de ne pas s'en rendre compte, c'est passé beaucoup plus facilement. Je m'en suis plus rendu compte 15-20 ans après, quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes, on n'avait aucun interlocuteur femme. Actuellement, on en a, mais c'est qu'en qualité. À la direction des entreprises, il n'y en a pas. En coopérative, donc mes clients, il n'y en a pas. Mes fournisseurs, il n'y en a pas. En clients, il n'y en a pas. Ça s'est pas mal passé. Après, les réflexions derrière, je ne les ai pas sues, donc ça ne m'a pas dérangé. Voilà. Donc, très bien. Et donc, comment se passe... Alors là, pour le coup, comme tout le monde, je sais que les prix augmentent, mais particulièrement le coût des matières premières. Ça doit être vraiment stressant là, de ne pas pouvoir maîtriser ça dans une entreprise. Comment vous faites vos prévisions? Qu'est-ce qui est le plus dur? Vous voyez, dans notre métier, donc j'ai fait
bon, je ne vais pas vous dire que la vie était un long fleuve tranquille pendant 30 ans, mais le blé bougeait de 2% par an. Donc moi, grosso modo, j'achetais en 3 périodes, en septembre après avoir fait mes analyses bien tranquillement, en février et puis en juin pour faire la soudure avec la récolte. Bon, mais maintenant, ça se passe complètement différemment depuis 4-5 ans. Moi, par exemple, avant-hier, le blé a pris 7%, c'est-à-dire 20 euros, c'est-à-dire le double de ma marge à l'année. Donc, si vous me posez la question, qu'est-ce qui est le pire dans votre profession depuis le début de votre carrière, je dirais c'est le côté qui devient financier de notre métier et le fait que nous sommes incapables de prédire quoi que ce soit. Moi, mon métier, c'est d'écraser du blé pour faire de la farine, pour faire du pain. Donc, à la limite, je veux négocier une marge et je ne veux pas négocier un risque financier. Actuellement, on n'a aucune visibilité sur le prix des matières premières. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, bon, on parle de sécheresse comme l'année dernière, donc ça peut prendre 50%, comme si ça se calme et que demain il pleut partout, ça rebaissera de 20%. Donc, c'est difficile. Donc, nous shiftons actuellement sur un métier qui est beaucoup plus financier. Donc, à la limite, c'est même plus ingénieur, c'est financier. Et puis, plus les outils de bourse. Donc nous maintenant, même à notre taille à nous sommes ouverts et nous achetons du blé papier, c'est-à-dire que nous achetons des blés sur Euronext, sur le Matif. Donc tous les jours, moi tous les quarts d'heure, je regarde mon blé au Matif à l'ordinateur. On achète, on n'achète pas. On a une relation avec nos clients qui disent on achète, on n'achète pas pour qu'on arrive à s'en sortir. Et on est obligé de gérer maintenant des poutres, des calls, des poutres moyennes. Donc d'un métier, disons, ancestral, ça devient complètement financier. Et moi je trouve que c'est vraiment très très dommageable. Il faudra qu'on arrive à faire quelque chose. On voit qu'en viande, par exemple, ils ont pris plus ou moins des accords pour répercuter à la hausse comme à la baisse. Il faudra qu'on arrive au monde entier à trouver des outils de régularisation parce que vous ne pouvez pas gérer une hausse de matières premières de 80% en un an. C'est absolument pas possible. Sinon, vous mettez votre entreprise complètement en péril. Donc voilà, donc c'est vrai que dans beaucoup de métiers, j'avais une interview dans le domaine agricole la semaine dernière, c'est un peu la même problématique qui est exprimée. Donc c'est la difficulté et donc c'est vrai que gérer le stress, gérer le stress, conforter alors déjà avoir les sources d'information. Donc là, il y a les questions de taille. Est-ce que les gros ont les meilleures sources d'information ? On se rend compte, par exemple, la veille concurrentielle. Après, il faut les reins solides, puisque, par exemple, pour aller acheter au Matif, il faut montrer ses bilans, il faut être hyper positif, il faut des fonds propres. Vous ne pouvez pas aller sur certains marchés si vous n'avez pas les fonds propres qui conviennent. Donc, tout cela, c'est pas bon pour les petites sociétés et c'est, à mon avis, très mauvais pour la technicité de nos métiers. Puisqu'on perd le côté technique du métier. On ne parle plus que de prix, on ne parle plus de technique. Tiens, la farine, elle a telle ou telle qualité, est-ce que vous êtes meilleur que les autres ? La technicité de votre moulin, ça devient en second ordre. Ouais. Alors bon, ça fait partie des côtés un peu difficiles et pas forcément les plus agréables de la vie d'entrepreneur. À l'inverse, est-ce que vous avez un souvenir vraiment ou je dirais une expérience qui vous particulièrement réussi? Qu'est-ce que dans votre vie d'entrepreneur, quand avez-vous été la plus heureuse par rapport à un événement ou quelque chose que vous avez accompli? C'est d'avoir augmenté la capacité de l'entreprise, de l'avoir accompagnée sur 30 ans, 35 ans, et de dire j'ai quadruplé, j'ai quintuplé la production, le site est encore là, nos hommes sont là, ça fait vivre. Et en plus, on a beaucoup travaillé. Moi, j'étais un petit peu précurseur en la matière sur la traçabilité des blés. On a un petit peu rapproché la source de nos blés. On va plus en Beauce.
on va dans nos coins, on va dans le Santerre. Donc tout ça, c'est bon pour la planète et pour le développement durable. Et je pense qu'on va de plus en plus vers ça. Il ne faut pas aller chercher notre blé à 500 km, il ne faut pas aller le livrer à 800 km. La proximité. Donc je crois savoir qu'en plus de vos activités de chef d'entreprise, donc vous êtes également juge prud'homal. Oui, je suis conseiller prud'homal depuis 3-4 ans. Voilà. Oui. Donc c'est dur. Alors là, c'est dur. Oui, c'est peut-être encore plus dur. Enfin, c'est pareil. C'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire que il faut défendre le droit des gens des deux côtés. Nous sommes conseillers, nous devons regarder. Donc ça m'apporte une vue beaucoup plus du droit du travail, et c'est pas à la limite fait pour encourager les entrepreneurs, parce que vous voyez que la vie d'une entreprise dépend aussi beaucoup de la façon dont elle manage, dont elle se sépare, dont elle prend des employés. Et quand vous voyez les sommes qui sont en jeu au prud'homme, vous dites qu'il faut faire très attention à la façon dont on gère ces recrutements. D'un côté, il faut recruter parce qu'il faut se donner les moyens de réussir. Exactement. Et d'un autre côté, c'est vrai que quelque part, il y a aussi des relations humaines qui sont très importantes. C'est vrai que les femmes s'impliquent pas forcément suffisamment dans tous ces milieux, et il faut qu'on y soit également. Alors, pour finir, est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui veut justement créer son entreprise? Pour vous, quel est le bon conseil? Quel est le bon conseil? Ça, c'est une question difficile, je pourrais vous la poser à vous aussi. C'est d'avoir une bonne organisation et puis un bon équilibre avec son milieu familial. Parce que ça, c'est très important sur une carrière entière. Bon, on peut le dire à notre âge. C'est un projet de vie, donc il faut intégrer ça dans... Exactement, mais ça, on ne s'en rend pas compte quand on démarre à 25 ans. On va s'en rendre compte à 40 ou 50 ou 60 ans en se disant, ça va, ma vie professionnelle, j'ai réussi, ma vie privée, je l'ai réussi, et mes enfants, ils s'en sortent bien, mon couple s'en sort bien, mais tout ça, c'est un équilibre. Et en plus, un équilibre familial vous aide à tenir le coup dans votre équilibre professionnel. Parce que moi, j'ai toujours eu un mari qui m'a poussé, qui m'a équilibré derrière. On a quand même des moments où c'est dur, où on a besoin d'être poussé, de booster derrière. Donc il y a un échange. Donc une femme qui se lance, il faut aussi qu'elle soit bien dans sa tête familiale, avec son conjoint ou même sans conjoint, mais entourée très bien, même avec des amis. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Martine Tartart, et puis bonne continuation. Merci à vous.